Alors, donc on commence tout de suite. Aujourd'hui, j'ai plusieurs petites histoires à vous raconter. Imaginez un peu, imaginez, quel que soit là où vous vous trouvez, on vous informe qu'un proche, un de vos proches de qui vous êtes très proche est décédé. Disons que votre papa est parti en vacances dans un pays étranger et on vous informe qu'il a eu une crise cardiaque, il est décédé, on va vous rapatrier, on va vous envoyer sa dépouille. Vous attendez, toute la famille attend la dépouille. Ok, vous attendez la dépouille va finir par arriver à un moment donné. Tu ouvres le cercueil, ok, tu ouvres le cercueil et tu découvres que la personne qui est dans le cercueil, ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton père. Vous avez cotisé, vous avez envoyé l'argent pour qu'on vous rapatrie le corps. Le corps arrive, vous ouvrez, la famille attend, la famille est en deuil, la famille est en peine, la famille est en souffrance pour ce deuil qui n'était pas attendu. En plus de ça, vous ouvrez le cercueil, vous vous rendez compte que la personne qui est dans le cercueil, ce n'est pas du tout la personne qui est attendue. Vous voyez que ça fait double peine. Alors ça, c'est l'histoire de ces Québécois, c'est ici au Canada, ça s'est passé ici au Canada, c'est quelque chose qui s'est passé là, cette semaine, ok, la semaine qui vient de terminer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un monsieur de 60 ans, ok, qui est parti en vacances à Cuba. Ok, vous savez qu'ici au Canada, la plupart du temps, les gens aiment bien aller à Cuba parce que c'est chaud, c'est un pays chaud. Donc le monsieur allait à Cuba et à Cuba, inattendu, il a eu une crise cardiaque, il en est décédé. Alors, maintenant, il fallait que la famille cotise, que la famille fasse des efforts pour ramasser l'argent afin de payer le rapatriement. Ça leur a coûté 10 000 $. 10 000 $ pour faire le rapatriement du corps. Maintenant, le corps arrive ici au Canada, ok? Le corps finit par arriver au Canada. La famille était déjà prête, on avait déjà commencé à tout préparer. On arrive maintenant, on retire le corps. On se rend compte que quoi? Dans le cercueil, ce n'est pas son père, ce n'est pas le père de ces enfants-là, ce n'est pas le père de cette maman-là qui est dans le cercueil, c'est plutôt quelqu'un d'autre, un monsieur encore plus jeune que le papa, ok? Le papa n'avait pas de cheveux, on ouvre le cercueil, on voit quelqu'un qui a des cheveux. La fille commence à se dire, c'est d'abord la fille de ce monsieur qui allait réceptionner le cercueil parce que la maman est tellement en peine, donc sa maman était à la maison. Alors d'abord, ça c'est la première surprise. Elle dit, mais non, mon père n'a pas de cheveux. Cet homme qui est là, il a dit, j'ai pas mon père ça. Et puis, ce n'est pas tout, c'est même pas tout là. Elle continue à regarder encore d'autres détails. Elle se rend donc compte que c'est un jeune, le gars est jeune d'au moins 20 ans. Il est plus jeune, son père avait une soixantaine d'années. Donc, il a dans le cercle, on a un monsieur d'une quarantaine d'années. Voilà. Et la fille, donc ça c'est une triple peine pour elle, ok? Donc là maintenant, là où nous sommes présentement, eux ils ne savent pas où est leur père. Donc dans le cercueil dans lequel était supposé être leur père, on a mis les papiers de leur papa dans le cercueil et le corps de quelqu'un c'était un russe, ok? C'est un russe aussi qui est décédé là-bas, qu'on a mis dans le cercueil et on a mis le nom du papa de ces gens-là. Donc on a fait passer ce russe-là pour un Canadien. Et c'est maintenant un gros problème pour la famille. Parce que sa mère, les enfants, ils sont en train de pleurer leur papa sans savoir où est leur papa. Parce que là, présentement, le problème, c'est comment retrouver le corps de notre père. Comment retrouver le corps de notre père qui est décédé à l'étranger. Vous savez très bien que quand quelqu'un décède, tant que tu n'as pas fini l'enterrement, tant que tu n'as pas terminé, tu n'as pas clôturé cette étape de la vie, tu ne peux pas dire que tu as fait le deuil. Tu ne peux pas dire que tu as fait le deuil quand tu sais que le corps, tu ne l'as jamais vu. Quand tu sais que le corps, tu ne sais pas où se trouve le corps. Tu ne peux pas dire que ton père est décédé quand tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu veux voir le corps de ton père. Et là, maintenant, ils sont en train de faire des démarches auprès du gouvernement du Canada pour que le gouvernement les aide à trouver le corps de leur père. Vous comprenez comment ça peut être douloureux, comment ça peut être difficile? Vous perdez un proche, La douleur est déjà grande ici parce qu'on ne s'y attendait pas. Son papa était parti juste en vacances. Il était juste parti en vacances à Cuba. De là, il a eu la crise cardiaque. Maintenant, on dit, ok, envoyez-nous le corps de notre père. C'est la famille qui a même cotisé plus de 10 000 $ pour qu'on envoie le corps ici. On envoie le faux corps. On envoie le corps d'un russe, d'un jeune russe. Ce n'est même pas un jeune Québécois. On envoie le corps d'un jeune russe dans le cercueil. Et là-dedans, avec les papiers de son papa. Où est le papa? C'est là la question aujourd'hui.
Où est le papa? Où est ce papa-là qui est décédé à Cuba? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que papa est vraiment décédé? Montrez-nous les preuves que papa est vraiment décédé. C'est ça que les gens veulent, la famille veut savoir. La famille ne peut pas faire son deuil tant qu'ils n'ont pas reçu le corps de leur papa. Ok? Et dans ça, ça me ramène vraiment à vous dire une chose. Parce que je me rappelle, quand j'étais en Afrique, quand nos frères, ou bien quand on avait la parenté qui décédait à l'étranger, on nous envoyait le corps en Afrique et on disait que le cercueil est scellé. On nous disait qu'on ne peut pas ouvrir le cercueil. Je sais que si vous êtes africain, c'est sûr que vous avez vécu ça. Dans le corps des gens qui partaient d'ici, qui venaient en Afrique, on disait que tu ne peux pas ouvrir, c'est scellé. C'est comme si c'était interdit d'ouvrir. Qu'est-ce qui prouve que sur ce deuil-là, il y avait des gens, les vraies personnes dans le cercueil? Dites-moi aujourd'hui, avec ce que je vois, avec l'histoire de cette femme-là, je me demande si pendant des années en Afrique, on a eu des décès, les gens de la diaspora qui décédaient à l'étranger et qu'on nous envoyait le corps au pays. Nous, on interdisait d'ouvrir, hein? On n'a jamais ouvert. On mettait un petit filtre comme ça, là, tu ne pouvais même pas voir l'intérieur. Qu'est-ce qui nous prouve que ces gens qui étaient là, qui avaient vraiment une vraie personne? Est-ce que vous avez vécu la situation comme moi je l'ai vécue? Dites-moi en commentaire si vous croyez vraiment, avec ce qu'on a vu, ce qu'on est en train de voir là maintenant, est-ce que c'est vrai que ces gens, c'était vraiment les vraies personnes qui étaient dans ce cercueil? Ça, c'est la question. Ok? Donc, ça, c'est notre première histoire aujourd'hui. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ok? Je vais passer à une deuxième histoire parce qu'aujourd'hui, je vous ai préparé quand même 2 ou 3 belles petites histoires. Ok? Des histoires, c'est pas que des petites histoires. Je prévoyais à peu près 15 minutes pour chaque situation. Comme ça, on va faire à peu près 45 minutes et on a peut-être 15 minutes de débat. Ok? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires par rapport à une expérience que vous avez vécue, n'hésitez pas de m'apporter aussi votre expérience. Mais moi, je voulais aussi vous faire écouter la famille, ok? Vous faire écouter la famille qui est en détresse. Alors, je vais mettre le reportage de TVA, ok? On va aller trouver ça. Vous allez écouter. Laissez-moi d'abord le chercher. On va écouter ça ensemble. Parce que c'est quand même quelque chose de... Vous allez écouter comment ça fait de la peine. OK? Alors, une famille lavalloise vit Écoutez. un cauchemar depuis la mort à Cuba d'un homme de 68 ans il y a 1 mois. Et surtout cafouillage maintenant pour récupérer la dépouille qui devient extrêmement troublant. Et comme c'était passé de perdre quelqu'un comme ça, ben, on a envoyé à la famille le corps d'un autre homme décédé à Cuba. D'ailleurs, ce midi, Michel, je suis devant le consulat cubain, boulevard des Caries à Montréal. Et là, ben, on a peu de réponses à nous fournir. Mais entre-temps, vous l'avez dit, il y a cette famille du Lavallois décédée lors de vacances à Cuba qui a payé en passant 10 000 $ et elle a reçu le mauvais corps la semaine dernière. On leur a envoyé le corps d'un Russe, alors que la famille qui m'a accordé l'entrevue, Michel, est d'origine syrienne. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, où est la dépouille de Faraj Ala Jarjo, 68 ans, décédé le 22 mars, près de ses proches, de problèmes cardiaques, alors qu'il était allé nager là-bas à Varadero. Il était dans un tout inclus en vacances. Personne n'est en mesure de fournir d'explications à la famille. Et sur place, là-bas, Michel, il n'y avait ni médecin, ni infirmière pour lui venir en aide. Et là, il y a des employés qui ont pris la dépouille de M. Jargeau, l'ont placé sur une chaise de plage comme ça. Elle est restée de longues heures sous le chaud soleil de Cuba. Et ce n'est que vers minuit que des employés, semble-t-il, ont amené la dépouille vers la Havane, vers la morgue. Mais depuis, la famille est sans nouvelles. Je vais faire entendre la fille de M. Jargeau et sa conjointe. La première chose, là-bas, il n'y a pas de médecin. On attendait 1 heure pour le médecin. Et à la fin, ils m'ont dit que c'est décédé. Fait qu'ils ont laissé le corps sur le sable de 3h30 jusqu'à minuit. Quand ils ont rentré dans le laboratoire, ils ont ouvert le cercueil, ils ont trouvé que c'est pas mon père, c'est pas le corps de mon père. C'est un autre cadavre, une personne moins jeune de mon père de 20 ans. Il a des cheveux, mon père il n'a pas de cheveux. Il a des tatous, mon père il n'a pas de tatous. Je suis très triste. Mon cœur il pleure. Il est perdu. Faraj, mon mari il est perdu. On comprend bien sûr la peine de cette femme et de ses proches. C'est pas facile d'obtenir des réponses, mais vous venez tout juste d'avoir des nouvelles d'Affaires mondiales Canada. Ils disent quoi, là?
Pas grand-chose, Michel. Très bref commentaire via courriel. Ils sont au courant du dossier d'une part. D'autre part, on dit que les agents consulaires fournissent une assistance à la famille, sont en contact avec les autorités cubaines, mais pour des raisons de confidentialité, aucune information supplémentaire ne peut être fournie. Et ici, à l'intérieur du consulat cubain, poliment, on m'a demandé de quitter les lieux tantôt et on m'a dit qu'on me fournirait une réponse dans 3 jours. Ça, c'est long pour la famille qui veut des réponses immédiatement, Michel. En effet. Merci beaucoup, Yves. Donc là, vous avez écouté l'histoire. Pour ceux qui ont écouté, pour ceux qui étaient là, vous avez écouté l'histoire. Vous avez vu la famille en détresse. Ok, quand je vous dis une famille en détresse, c'est une famille en détresse. Quand quelqu'un décède, tout ce que tu veux faire, c'est de lui donner des bons funérailles. C'est de l'accompagner, que sa fin de vie, que son enterrement se fasse dans la dignité. Ok? Quand tu dois te battre même d'abord pour voir le corps. Écoute, c'est comme si... C'est inimaginable, là. Je vous jure, ça c'est inimaginable. C'est-à-dire que la famille, présentement, la famille ne peut pas dormir. Déjà, on a la douleur de la perte de ce monsieur, mais en plus, s'ajoute de ça, on ne sait pas où est son corps. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver le corps de ce monsieur? C'est juste ça le problème. C'est ça, c'était pas le bon corps, Robert. C'était pas le bon corps. Ok? Quelqu'un décède, tu dis il est décédé à l'étranger, on te dit envoie l'argent pour qu'on envoie le corps, on envoie le cercueil, il y a un corps dedans, tu ouvres, tu vois ce n'est pas lui, c'est un jeune, et c'est même un russe qui était dedans, mais avec les papiers de son père. Donc il y a eu erreur d'identification. Donc maintenant, quand ils ont dit que c'est un russe, ils ont donné la bonne communication. Les Russes ont même déjà récupéré le corps de ce jeune homme. Maintenant, il reste maintenant à savoir où est le corps de ce monsieur-là que la famille attend. Tu comprends? Et sa femme est en train de pleurer. Elle dit que son mari est perdu. Imagine un peu si on ne trouve pas le corps. Tu ne feras jamais un deuil sans avoir vu le corps. Donc tu vas être en douleur toute ta vie. Toute ta vie, c'est quelque chose qui est inachevé. Ok, pour faire un deuil, il faut que tu vois le corps. Il faut qu'on ait fait la cérémonie de revoir, d'adieu. Tu ne peux pas juste dire il est perdu, il est perdu. Non, la famille veut recevoir le corps de leur papa ou de leur conjoint. La maman, la dame veut avoir son mari et lui dire adieu. Et mettre quelque part où elle va aller souvent se recueillir. Ok? Donc ça, c'est quelque chose que tu ne peux souhaiter. Tu ne peux pas souhaiter ça à ton pire ennemi. Je vous jure, là, ça c'est un cauchemar. Ça, c'est un cauchemar. Un cauchemar. Bon, ceci étant dit, on passe au deuxième sujet de lundi. Ce lundi, je me suis dit, c'est vrai, je disais, il est de Montréal, Québec, Canada, moi, Montréal, Centre-Sud. Ok, Farah. Ok, donc on va seulement dire à cette famille-là vraiment nos condoléances et on va être avec eux de tout cœur pour qu'on retrouve le corps, de ce monsieur-là. Il mérite la dignité. Il mérite la dignité. La famille mérite de faire son deuil dans la dignité. Personne ne peut souhaiter ça même à son pire ennemi. Ok? Voilà. C'est même moi je ne connais même pas la famille, mais j'ai de la peine pour cette famille-là parce que c'est un double deuil. Ok? Bon. L'autre question ici, c'est quoi? Je vais vous raconter ici, dans notre deuxième sujet, c'est l'histoire. Vous savez, dans la vie, vous voyez souvent des gens. Vous les voyez de prime abord, vous les jugez. Vous jugez les gens sans savoir ce que ces gens-là sont à l'intérieur, sans savoir ce qui a rendu ces gens-là comme ils sont, ok? Et quand tu vas un peu t'asseoir avec ces gens-là pour connaître un peu leur histoire, tu te rends compte à quel point la vie n'est pas facile. Donc, avant de juger souvent quelqu'un, il faut connaître la personne. Il ne faut pas toujours se fier sur l'apparence des gens pour pouvoir faire des jugements, ok? Parce que si vous connaissez vraiment l'histoire de quelqu'un, vous allez avoir plus d'empathie. Donc ici, je vais vous parler donc de l'histoire. C'est une histoire triste, ok? C'est toujours ici un Québécois, c'est ici au Québec, hein, au Canada. Alors, l'histoire de ce monsieur-là, c'est quoi? C'est que c'est un monsieur, quand il était jeune, ok? Quand il était jeune, aux alentours de l'âge de 10-11 ans, il a été témoin. Il a été témoin d'un geste barbare de son père. Sa maman voulait se séparer. Sa maman voulait se séparer de son père. Et qu'est-ce que son père a fait? Son père a enlevé la vie à sa mère devant lui. Quand je vous dis devant lui, c'est devant lui. Donc, vous voyez souvent des gens, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et on reste marqué à jamais. Alors ce monsieur, il a réussi
à survivre, comme on peut dire. Mais il n'a jamais enlevé ça de sa tête. Pour s'en sortir, il allait donc se vouer dans une église, ok? Pour lui, son échappatoire, pour lui, selon lui, c'est l'église qui l'a sauvé. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc, il allait à l'église avec les pieds et la tête. On dit que quand tu vas prier, c'était un peu exagéré. Fait que comme il avait vécu un traumatisme étant jeune, il a voulu tellement surprotéger ses enfants qu'il a obligé ses enfants à adhérer à ce genre d'église. Vous comprenez? Donc même ses propres enfants étaient aussi dans l'église, mais malgré eux, il y a un de ses enfants, le fils aîné, qui n'aimait pas ça. Mais son père était devenu quasiment un tyran dans la mesure où c'était l'église, lui et sa femme. Okay? Donc ils ont obligé leurs enfants à adhérer à l'église de façon exacerbée. C'était difficile pour eux. Ça a traumatisé le fils aîné. Un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de ce fils aîné-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, je vous jure, ce gars-là, il a voulu donc enlever la vie à tout le monde dans leur maison. Oh mon Dieu, ça va encore faire? Ah, ok. Ok. Bon, je ne sais pas. Je pense que vous qui êtes sur TikTok, si jamais il y a des choses, s'il vous plaît, tapotez. Si jamais ça s'arrête là, je ne peux rien faire parce que TikTok est compliqué. Puis TikTok, c'est compliqué. Bon. Donc, alors, qu'à cela ne tienne, donc, ce qui s'est passé, c'est ça qui est arrivé. Et puis, bon, le monsieur a fini par... Qu'est-ce qu'il a fini par faire? Lui-même aussi, quand il s'est marié, ses enfants ont embarqué là-dedans. Le jeune garçon, un jour, il a décidé de s'en prendre à tous les membres de sa famille, ok? Et de tous les membres, il visait ses parents. Et il n'a pas réussi, mais il les a blessés, mais il n'a pas réussi. Toujours dit que quand on l'a arrêté, c'est là où le gars va dire pourquoi. Il a dit pourquoi il a voulu faire ça. Il a dit que les parents l'ont obligé à adhérer à une église et que lui, ça l'a traumatisé. Il s'est toujours demandé pourquoi on l'amène à cette église. Il n'a jamais aimé ça. Donc pour lui, il s'est dit que le fait d'être toujours à l'église où on ne lui demandait pas son avis, ça fait de telle sorte que pour lui, pour se libérer de ça, il fallait qu'il s'en prenne à ses parents. Ok? Donc tout ça pour dire que vous, les parents qui adhérez à des églises, oui, je comprends que nous, comme parents, souvent, quand on fait quelque chose, on pense que c'est le bon, parce que pour nous, même quand on adhère à ça, au moment où on adhère, on est convaincu que c'est la bonne chose. Ok? Mais souvent aussi, quand nos enfants atteignent un certain âge, il faut laisser la liberté aux enfants. Si l'enfant exprime, il faut laisser le choix à l'enfant. Si l'enfant dit, je veux pas, il faut respecter ça. Ok? Moi, je me rappelle moi-même aussi avec mes enfants, quand ils étaient jeunes, je faisais la même chose, c'est-à-dire que j'obligeais tout le monde on allait à l'église tous les dimanches. Le jour où ils ont eu 18 ans, moi je n'ai plus aucun pouvoir. Dès qu'ils ont eu leurs 18 ans, la première chose qu'ils ont coupé, c'était ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'avais plus aucun pouvoir, hein? Donc c'est comme ça. Donc, et c'est la même chose. Donc ça, la leçon ici, c'est vraiment ne pas forcer parce qu'on ne sait pas le traumatisme que ça fait dans la tête de certains enfants et puis ça peut amener ces enfants-là à commettre l'irréparable. L'irréparable, ok? Troisième histoire. La troisième histoire, celle-là, elle est un peu plus dans le classique. Le classique, c'est que quand je dis toujours que ce sont les hommes qui ont tendance à tromper les femmes, et que je dis aussi que même dans la tromperie, on ne sait jamais, l'être humain n'est jamais satisfait. Hein, l'être humain n'est jamais satisfait. Tu peux tout donner à un être humain, c'est difficile. Pas forcer les enfants à aller faire ce qui est... Ok, attends. C'est ça, Farah. L'église, c'est personnel. Il faut laisser le choix. C'est sûr que quand les enfants sont jeunes, comme les enfants ne peuvent pas encore faire des choix, les parents les amènent, ça c'est correct. Mais quand les enfants atteignent un certain âge, 18 ans et tout, il faut laisser le choix à l'enfant, écouter aussi l'enfant et permettre à l'enfant de donner son opinion. Parce que tu peux pas... Et c'est à partir de ce moment que ce garçon-là est devenu un peu dans la tête.
Et c'est ça qui a amené cela. Ok, il a été emprisonné, hein, et puis bon, il a fait 8 ans. Après 8 ans de prison, il a fallu maintenant que on fasse un autre recours. Et même les parents étaient pour le libérer, mais c'est le juge. Le juge a dit non, il va rester en prison. Et c'est ça. Il faut écouter, il faut être ouvert. Ok, si on veut pas que ça nous arrive. Dans cette histoire, s'il vous plaît, si vous connaissez des gens qui sont dans les églises, qui sont croyants et qui vous disent que pour moi, tous mes enfants sont obligés, c'est comme ça, tout le monde doit faire ça. Quand des gens vont vous dire, tout le monde doit faire ça, oui, mes enfants m'écoutent, est-ce que vous êtes allé dans la tête des enfants pour savoir ce que les enfants pensent? Est-ce que vous pensez que des enfants peuvent toujours vous écouter ou bien peut-être être avec vous à 100% sans avoir leur opinion dans leur cœur? C'est impossible. Mais si vous ne donnez pas l'occasion à ces enfants de s'exprimer, ils vont garder ça dans eux. Et après ça, quand ils vont avoir l'occasion de se libérer de vous, mais ils n'auront que du négatif. Hein? Ils n'auront que du négatif. C'est comme même en Afrique où on est dans des familles et puis on nous dit, oh, pour bien éduquer l'enfant, il faut le fouetter, 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 fouetter. Tu penses que c'est tous les enfants qui ont des beaux souvenirs de ça? Il y a des enfants qui n'aiment pas leurs parents pour ça. Ça a traumatisé certaines personnes. C'est pas parce que d'autres acceptent, ça leur dit rien, que d'autres ne sont pas traumatisés par ça. Hein? Donc, il faut toujours se dire, il y a des pratiques qu'il faut prendre avec des pincettes, hein, et puis se questionner, et puis se donner un peu de jugement un peu avant d'appliquer à l'aveuglette. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Donc, chacun a son point de vue. Si vous avez été battu chez vous, et puis vous êtes devenu vous-même parent, vous continuez à battre vos enfants, c'est votre problème. C'est votre problème. Si vous êtes convaincu, comme j'écoute beaucoup d'Africains dire, oh, la seule façon de faire écouter l'enfant, c'est le taper. Moi, je vous dis, c'est votre problème, mais ce sont des histoires. Moi, je n'y crois pas une seconde. Mon père n'a jamais levé la main sur nous, pourtant, nous, on écoutait. Vous comprenez? Donc, on peut être africain et ne pas utiliser cette méthode-là pour éduquer les enfants. On n'a pas besoin. Tu peux juste gronder l'enfant. L'enfant, c'est que, oh, quand maman parle comme ça, là, c'est que maman est fâchée. L'enfant peut respecter, il peut vous respecter juste la façon que tu parles. L'enfant te respecte. Tu n'as pas besoin de toujours juste dire, oh, chez nous, on tapait. Qui a dit que c'était la bonne chose? Les parents tapaient parce que les colons étaient venus là-bas les frapper quand avec le truc d'esclavage. C'est pour ça qu'ils les tapaient. Les colons les ont battus, les ont traumatisés en disant que la seule façon de faire obéir un noir, c'était juste de le frapper. Et eux aussi, ils sont maintenant allés se venger sur les enfants. On ne doit pas utiliser la force sur son enfant parce que ce n'est pas une force égale. Ok? Ça, ce n'est pas une force égale. On ne peut pas aller, parce que quand vous faites ça, vous traumatisez votre enfant. Et quand il va grandir, votre enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être traumatisé. Merci beaucoup, Robert. Merci. Oh, merci beaucoup, Farah. Merci, c'est gentil pour vos commentaires. Merci. Donc, c'est un peu ça. OK? Donc, l'histoire de ce haut fonctionnaire, là, l'autre histoire dont je voulais vous parler, c'est, vous savez, dans la vie, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il ne faut pas se fier sur l'apparence. L'apparence que vous voyez là, il ne faut pas se fier. Il ne faut pas se fier. Il y a des gens, tu vois des femmes, tu vois des couples. Tu dis, oh, quel beau couple. Tu dis, oh, quand j'aurai un jour ma femme ou bien quand j'aurai un jour mon mari, j'aimerais ressembler à